Alors, on commence notre cours qui va porter sur UML. Alors, comme vous le savez, dès l'avènement des ordinateurs, il y a un très grand progrès au niveau des technologies utilisées dans la programmation, depuis le langage binaire jusqu'aux dernières techniques de programmation qui sont actuelle, c'est la programmation orientée objet. Donc, les technologies de programmation n'ont pas cessé d'évoluer depuis l'apparition des ordinateurs. Et ça, c'est depuis l'apparition du langage binaire. Maintenant, les techniques de programmation ont progressé jusqu'à l'avènement d'un nouveau concept de programmation qui est la programmation orientée objet. Alors, cette principale avancée des 20 dernières années a donné naissance, a donné intérêt à un nouveau mode de programmation qui est la programmation orientée objet, et ce qui a donné la naissance de plusieurs méthodes conçues pour ce type de paradigme de programmation qui est programmation orientée objet. Ça s'appelle, on peut citer ces méthodes-là, méthode Bush, OMT, 2ODE. Donc, ce sont des méthodes qui se sont intéressées à ce nouveau concept de programmation. Alors, dans ce contexte, devant le foisonnement de nouvelles méthodes de conception orientée objet, l'Object Management Group a eu comme objectif de définir une notation standard utilisable dans des développements informatiques basés sur l'objet. Alors, c'est ainsi qu'est apparu l'UML. Alors, c'est quoi? Attendez, oui. UML. Alors, c'est quoi UML? Alors, pour répondre à ce besoin incessant de créer des applications plus complexes, pour faire de la modélisation orientée objet, alors pour créer un langage qui est unifié, un standard connu dans le monde tout entier, alors l'OMG a eu l'idée de créer un langage unifié, alors qui s'appelle l'UML. L'UML, c'est quoi? C'est un langage de modélisation unifié de l'anglais Unified Modeling Language, est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir des modèles normalisés pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet. Alors, on creuse un peu dans l'historique de ce langage unifié. C'est un langage qui a vu le jour en 1999 aux États-Unis par l'OMG. L'OMG, c'est quoi? L'OMG, c'est une association à but non lucratif. Elle a pour objectif de promouvoir et de développer tout ce qui est en relation avec les techniques de programmation, de conception orientée objet. Alors, cette association, elle est américaine. Donc, l'idée de concevoir l'UML est venue après avoir passé par plusieurs étapes. Les premières étapes, c'est que l'UML est le résultat de la fusion de précédents langages de modélisation objet. Il y avait des langages de modélisation objet. C'est Bush, OMT, 2OSE. Ce sont principalement des travaux des chercheurs connus qui s'appellent Grady Bush, James Rambo et Eva Jacobson. Alors, chaque méthode de modélisation objet avait sa propre spécificité, ses propres méthodes, ses propres graphes, ce qui fait qu'il y a produit une incohérence, une inhomogénéité des graphes utilisés parce que chaque méthode répond à un besoin spécifique pour un langage spécifique, pour un domaine spécifique, ce qui a conduit à une redondance, à une incompatibilité et à une notation aux terminologies différentes. C'est pour cela que l'OMG a eu l'idée de créer un langage unifié, standardisé au niveau mondial. Ça veut dire n'importe quel programmeur, concepteur, dans n'importe quel coin du monde, il pourra comprendre les graphes utilisés dans UML. Alors, je continue. Alors, UML, c'est quoi? C'est la solution proposée pour remédier à ce problème d'incompatibilité, de redondance, de notation
et de terminologies différentes des différentes méthodes précédentes, les méthodes de Bush, OMT, de WOSE. Et c'est pour cela, ce langage-là a été standardisé en 1997 par l'Objects Management Group. Alors, en 2020, cette méthode-là, ce langage unifié, elle est utilisé partout au monde. Vous ne trouvez pas un concepteur dans quelle partie, dans quel pays ne connaît pas c'est quoi UML. Un concepteur en France, aux États-Unis, Corée du Sud, etc. Tout le monde, si vous leur donnez des graphes qui sont utilisés par le langage UML, il va le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un standard. Un standard, le rôle d'un standard, c'est parler un langage commun partout au monde. C'est bon? Alors, on voit ici dans ce tableau-là la chronologie des versions UML, en commençant par la première version. Alors, la première version a vu le jour en décembre 1997. C'est la version 1.1, puisque c'est un langage. Le langage s'améliore avec le temps, donc il y a des versions. La première version, c'est la version de décembre 1999. La deuxième, c'est la version 1.2 en juillet. Elle a été standardisée en juillet 1999. La troisième version, c'est 1.3, standardisée en février 2000. La quatrième version, 1.4, elle est standardisée en septembre 2001. La cinquième version, qui porte le nom UML 1.5, standardisée en mars 2003. La version qui vient d'après a été standardisée en juillet 2005. C'est la version UML 2.0, c'est la sixième version. La septième version standardisée en octobre 2007. La huitième version standardisée en janvier 2009. La neuvième version standardisée en mai 2010. Et la dixième version, c'est standardisée en 2011. Et la dernière version, elle est standardisée en décembre 2017, qui porte le nom 2.5.1. C'est la dernière version du UML. Alors, UML, c'est quoi un UML? UML, ce n'est pas une méthode, mais c'est un langage de modélisation pour fournir des modèles de conception orientés, unifiés, afin de quoi? Afin de visualiser, chaque symbole graphique possède une sémantique, afin de spécifier de manière précise et complète, sans ambiguïté, afin de construire, parce qu'il y a un certain type de graphe, on peut le générer par le code. On utilise un graphe fait en UML, on peut générer du code après. Et on peut, ce UML-là, il est utilisé pour documenter. Ça veut dire les différents diagrammes, notes, contraintes, exigences sont conservées dans un document. Alors, l'UML joue le rôle que je le plan pour construire une maison. Alors, pour construire une maison, on ne vient pas directement et on construit une maison. Alors, pour construire un logiciel, pour développer un logiciel, il nous faut un plan de conception. C'est la même chose. Pour construire une maison, il nous faut un plan pour suivre les directives, etc., la conception, pour la construire. C'est la même chose pour un logiciel. Avant de passer à l'étape du développement qui est la construction en termes du langage de construction maison. Donc, on a besoin d'un plan. Ce plan-là se fait avec un graphe standardisé. N'importe quel développeur, concepteur ou même un utilisateur normal, il peut comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a besoin de UML pour bien réussir la partie conception, pour passer à la partie développement. Alors, UML, ce n'est pas une méthode, parce que c'est quoi une méthode? Une méthode, comme si on dit que c'est un processus. Une méthode, ça veut dire, vous faites l'étape 1, dans l'étape 1, vous faites ceci, cela, dans l'étape 2, vous faites ceci, cela, et dans l'étape 3, vous faites ceci, cela. Alors l'UML, ce n'est pas une méthode, mais c'est un langage qui propose des graphes, un standard pour modéliser un projet informatique ou un logiciel selon le besoin du concepteur. Parce qu'il y a différents diagrammes, chacun est libre d'utiliser le diagramme qu'il le souhaite. C'est bon?
Donc, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une démarche, mais plutôt c'est un langage de modélisation qui nous aide à bien réussir la partie conception d'un projet informatique ou un logiciel. C'est bon? Alors, bien sûr, le langage UML, c'est un langage de modélisation. Pourquoi? Pour fournir un modèle de conception. Alors, c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une abstraction de la réalité. Parce que avant de construire une maison, on n'a pas encore passé au stade de la conception. Le plan nous aide à quoi? De faire l'abstraction de cette maison, l'abstraction de la réalité, comment elle est conçue pour passer après à une méthode, à sa construction. La même chose, un modèle pour l'UML ou pour n'importe, c'est une définition générale. Un modèle, c'est quoi? C'est une abstraction de la réalité. Il nous aide de s'approcher de la réalité. Il définit une frontière entre la réalité et la perspective de l'observateur. Ce n'est pas la réalité, mais une vue très subjective de la réalité. Il nous aide à s'approcher de la réalité, à modéliser cette réalité, à donner comment on souhaite avoir cette réalité. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas la réalité, mais c'est une vue très subjective de la réalité. Pourquoi c'est subjectif? Parce que si on a, par exemple pour les maisons, si on a le même terrain avec les mêmes surfaces et on donne le projet à deux architectes, on n'aura pas le même plan pour la maison. Chaque architecte, il propose un plan. C'est bon? C'est pour cela qu'on dit que c'est très subjectif de la réalité. C'est bon? Alors, bien qu'un modèle ne représente pas une réalité absolue, bien sûr, mais c'est un modèle qui reflète des aspects importants de la réalité. Et l'on donc une vue juste et pertinente. Alors, pourquoi modéliser? C'est quoi l'importance de la modélisation? Alors, le modèle, c'est quoi le rôle d'un modèle? Bien sûr, dans le contexte du développement des applications, etc., le modèle peut remplacer une longue description textuelle par un schéma ou un diagramme plus facile et plus rapide à interpréter. Je m'excuse. Donc, le rôle d'un modèle, bien sûr, il remplace tout en une description longue en texte. On peut la remplacer par un schéma. C'est plus rapide et plus facile à interpréter. Dans le monde du développement, le code tout seul ne suffit pas. Si on donne juste le code à un développeur, même s'il est expert et c'est un développeur senior, par exemple, si tu lui donnes juste le code, il ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Mais il vaut mieux une documentation, un graphe ou une documentation, ça va donner une idée plus claire et plus rapide pour comprendre de quoi il s'agit. Donc le code tout seul ne suffit pas. Il faut donc une documentation compréhensible et non ambiguë pour assurer une bonne communication entre les différents intervenants. Surtout si on a de la documentation qui est standardisée, ça veut dire on parle le même langage. Donc, on va comprendre de quoi il s'agit. Alors, la modélisation permet aussi de morceler une application en fragments maîtrisables. Comme vous le savez très bien, vous allez découvrir ça au fur et à mesure que vous allez avancer, que ce soit dans le cours de programmation Java, orienté objet ou bien développement mobile, etc. Vous allez voir que une application, ça nécessite une fragmentation. Ça veut dire chaque fragment de quoi il est constitué. Donc, cette modélisation nous permet bien sûr de morceler une application en fragments. Ça veut dire rassembler des modules d'une application qui font par exemple la gestion, modules de l'administration, etc. Donc, la modélisation nous permet de morceler une application en fragments maîtrisables. Parce que qui diviser, régner, dans le contexte, bien sûr, du développement logiciel. Alors, UML, c'est un support de communication. Pourquoi? C'est pour sa performance de sa notation graphique. Pourquoi? Parce qu'il permet de s'exprimer clairement à l'aide des concepts objets. Il limite les ambiguïtés parce que lorsqu'on a un graphe standardisé,
avec des notions qui sont bien connues. Donc, on parle un langage commun avec un vocabulaire précis, donc pas d'ambiguïté. Et pourquoi? Encore une fois, c'est un bon support de communication. Pourquoi? Parce qu'il est indépendant. Indépendant des langages de programmation, du domaine d'application, du processus de développement, etc. Ce qui le rend un langage universel. Parce que si on fait la conception d'une application et on souhaite la développer avec, par exemple, C++ ou Java. Alors, si on prend un développeur en Java, on lui montre la conception, un développeur en C++, on lui montre la conception, ils vont comprendre la même chose. Même si, pourquoi? Parce que la conception, elle est indépendante du langage de programmation. Et ça, c'est parmi les points forts du ML qui lui constitue un support de communication très puissant. Alors, il est aussi, UML est un support de communication parce qu'il couvre toutes les étapes d'un projet informatique ou du développement d'un logiciel. Alors ici, on va voir juste un petit aperçu en cycle en V d'un logiciel. On aura de voir ça en détail dans la deuxième partie du module qui est génie logiciel. Mais, pardon, mais ça n'empêche qu'on voit un petit aperçu rapide sur le cycle de vie d'un logiciel. Alors le cycle de vie d'un logiciel passe par des étapes. La première étape, étude préalable. Alors, dans cette étude préalable-là, c'est l'expression du besoin par l'utilisateur. Donc, à ce stade-là, on peut utiliser un diagramme, par exemple, dit de contexte du ML. On passe à l'étape suivante. Après avoir reçu le cahier de charge par l'utilisateur, on commence à spécifier le besoin, comprendre son besoin et détailler et comprendre ce qui est demandé de faire. Donc, à ce stade-là, on fait la spécification des besoins et on utilise diagramme de cas d'utilisation, par exemple. Après la spécification besoin, on passe à la conception générale et on peut se servir à ce stade-là des diagrammes de composants. Et on passe après la conception détaillée, on va voir diagramme de classe, on va voir diagramme de séquence, etc. D'autres, on aura l'occasion de voir différents types de diagrammes. Et on passe à l'étape de développement et après on passe au test unitaire. En test unitaire, on peut faire le test en faisant recours au diagramme de classe pour comparer ce qui a été conçu avec ce qui a été développé. Pour les tests d'intégration, on regarde le diagramme de composants pour voir quels sont les composants du logiciel, c'est-à-dire les bases de données, le serveur, etc. Donc, on va se servir d'un type de diagramme UML et test de validation, bien sûr, en test de validation, en fin de compte, aussi on va voir quels sont les diagrammes qui sont utiles dans cette partie de test de validation. Et voilà, c'est juste un petit aperçu d'un cycle de vie d'un logiciel. On aura l'occasion de voir ça d'une manière détaillée dans le deuxième élément de module. Alors, comme vous voyez, l'UML, ça peut servir un support de communication très puissant parce qu'il est présent dans chaque étape de développement d'un logiciel. Alors, puisqu'on avait dit que UML, c'est un langage unifié, standardisé, conçu à l'aide des diagrammes pour faciliter la conception d'un logiciel. Alors, il y a différents types de diagrammes UML et bien sûr, ces diagrammes-là sont répartis selon des catégories. Alors, pour répartir ces diagrammes UML, on va répondre à deux questions suivantes pour comprendre le diagramme à quelle catégorie appartient. Alors, les diagrammes UML sont tous réalisés à partir du besoin des utilisateurs et peuvent être regroupés selon les deux aspects suivants. On doit répondre aux questions suivantes pour comprendre c'est quel aspect relier ce diagramme. Alors, pour l'aspect fonctionnel, alors on doit répondre aux questions qui utilisera le logiciel et pourquoi faire. Comment les actions devront-elles se dérouler?
quelles informations seront utilisées pour cela. Et ça se répond aux aspects fonctionnels. Ça veut dire quelles sont les fonctionnalités offertes par le logiciel et c'est qui l'utilisateur qui va bénéficier de ces fonctionnalités et quelles sont les informations utiles pour répondre à ces fonctionnalités-là. Alors, ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect lié à l'architecture. L'architecture, ça veut dire que notre logiciel est constitué physiquement de quoi? Il y a un serveur base données, il y a une interface graphique utilisateur, on pourra utiliser un autre composant, donc ça, c'est lié à l'architecture. Alors, pour comprendre quels sont les diagrammes liés à cette architecture, on doit répondre aux questions suivantes. Quels seront les différents composants logiciels utilisés, base données, librairie, interface, et sur quel matériel ces composants sont installés. Et ça va répondre à l'aspect architectural d'un logiciel. Alors, de ce fait, les diagrammes UML sont répartis en 3 catégories. Alors, diagramme statique, diagramme dynamique et diagramme comportemental. Alors, si vous avez bien compris les questions qu'on a posées, on va comprendre la réponse et la classification des diagrammes. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie des diagrammes statiques. Alors, statique, c'est quoi? On dit statique ou bien structure. Alors, cette catégorie de diagrammes, il rassemble tous les diagrammes qui donnent une idée de ce que le système est. Il est constitué de quoi? Comment le système est structuré. Et ça, il rassemble une panoplie de graphes. On cite diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composants, diagramme de déploiement, diagramme de pactage, diagramme de structure composite. Alors, les diagrammes statiques nous donnent une idée. Le système, il est de quoi structuré? Comment il est structuré? Il est de quoi constitué? Qui est le système? Ça veut dire, on peut dire ça nous donne sur l'identité du système. Alors, le deuxième volet, c'est les diagrammes dynamiques, dynamiques ou bien d'interaction. Ces diagrammes-là, cet aspect-là, ils nous donnent sur comment le système évolue. Donc, ces diagrammes, statique, c'est stable. Alors, pour statique, c'est stable. Ça nous donne une idée sur la structure. Le système est constitué de quoi? Mais pour les diagrammes dynamiques, il nous donne une idée sur comment le système évolue dans le temps. C'est clair? Donc, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est pour cela cette appellation dynamique. Alors, cette structure, cette catégorie de diagrammes, elle comporte 4 diagrammes. C'est diagramme de séquence, diagramme de communication, diagramme global d'interaction, diagramme de temps. Alors, la troisième catégorie des diagrammes, c'est la catégorie des diagrammes comportementaux. Alors, ce que le système fait. Que fait le système? Quelles sont les fonctionnalités offertes par le système? C'est quoi le rôle du système? Alors, pour exprimer cela, on fait recours à 3 types de diagrammes. Le premier, diagramme de cas d'utilisation. Le deuxième, c'est diagramme état de transition. Et le troisième diagramme, c'est diagramme d'activité. Alors, cette structure qu'on a présentée dans l'ancien diaporama, on peut la présenter d'une autre manière, avec d'autres appellations. C'est les mêmes diagrammes, sauf juste il y a des petites appellations qui changent. Au lieu de dire diagramme statique, on dit diagramme de structure. C'est la même chose, sauf que à partir de la version UML 2.3, un diagramme s'ajoute. C'est le diagramme de profil. On peut pas on va pas le trouver dans des versions antérieures à UML, mais à partir de la version 2.3, on trouve ce diagramme qui s'ajoute à la catégorie des diagrammes statiques ou diagrammes de structure. Pour les autres, on dit la même chose, diagramme de comportement, c'est la même chose, les mêmes diagrammes qu'on vient d'expliquer. Sauf pour l'autre, au lieu de dire l'autre catégorie, au lieu de dire diagramme d'interaction dynamique, on dit diagramme d'interaction. Donc c'est la même chose, il contient les mêmes diagrammes.
Donc, on va avoir une idée générale sur les diagrammes, tous ces diagrammes qu'on vient de citer. Alors, on passe à la première catégorie des diagrammes, c'est la catégorie des diagrammes de comportement. Ça veut dire, si vous vous rappelez bien, la catégorie comportement, c'est pour comprendre ce que fait le système. C'est bon? Donc, alors, cette catégorie de diagrammes, il comporte 3 diagrammes. C'est diagramme de cas d'utilisation, diagramme d'état de transition et diagramme d'activité. Alors, pour le diagramme de cas d'utilisation, alors c'est quoi son rôle? Le diagramme de cas d'utilisation, il représente les interactions entre le système et les acteurs intervenant extérieurs au système, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités que doit fournir le système. Alors, ce diagramme-là, il nous donne une idée sur quelles sont les fonctionnalités offertes par le système en un point de vue des acteurs, des utilisateurs extérieurs au système. Alors, le deuxième diagramme, c'est le diagramme état-transition. Alors, c'est quoi un diagramme d'état-transition? C'est un diagramme qui représente sous forme de machine à état fini le comportement du système ou de ses composants. Alors, on aura l'occasion, ça veut dire on parle de machine à état ou bien on dit un automate fini déterministe. On aura l'occasion de voir cette notion-là en détail dans l'élément de module théorie de langage. Mais quand même, je vais vous expliquer le principe. Déjà, son nom dit tout, c'est état-transition. Alors, si vous remarquez dans ce schéma-là, alors les fonctionnalités de système, il présente deux fonctionnalités offertes. C'est ouvrir une porte ou fermer une porte. Alors, si on fait ouvrir une porte, la porte est mise dans l'état ouvert. Ça, c'est l'état 1, l'état ouvert de la porte. Et si on donne une transition fermée, on passe de l'état ouvert à l'état fermé. Et si on a à l'état fermé, et on donne la transition ouvrir, l'ordre ouvrir, la fonctionnalité ouvrir une porte, on va passer de l'état fermé de la porte à l'état ouverte. C'est pour cela qu'on appelle ça un diagramme état-transition. On aura l'occasion de le comprendre avec des exemples détaillés dans le théorie des langages avec la notion des automates finis déterministes. Alors, le troisième type de diagramme dans la catégorie des diagrammes de comportement, c'est le diagramme d'activité. Elle représente sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités le comportement du système ou de ses composants. C'est juste, il nous donne une idée sur l'enchaînement des fonctionnalités offertes par le système. Alors, par exemple, ici, dans une plateforme de commande en ligne, si on choisit adresse livraison, on a deux possibilités. Si on choisit la livraison, oui, on va payer le prix de la livraison. Si on ne choisit pas cette fonctionnalité d'être livré, on ne va pas payer le prix de la livraison. Et lorsqu'on passe cette étape de choix de livraison, alors l'étape qui vient d'après, bien sûr, c'est le choix du mode de paiement. Et après, on valide le paiement. Donc, ça nous donne une idée sur les fonctionnalités du système d'un point de vue de flux. Ça veut dire une action qui vient après l'autre en suivant un raisonnement logique. Alors, pour la deuxième catégorie des diagrammes, c'est la catégorie des diagrammes statiques. On dit statique ou diagramme de structure. Ça veut dire qu'il nous donne une idée générale sur le système, de quoi il est constitué. Quels sont les composants du système, que ce soit composants techniques ou bien composants, bien sûr, des entités de développement. Alors, cette catégorie de diagrammes, elle rassemble les classes. Diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composants, diagramme de déploiement, diagramme de paquet ou diagramme de paquetage, diagramme de structure composite et diagramme de profil. Comme on vient de dire, le diagramme de profil n'existe pas dans les versions antérieures à 2.3.
Je pense 2.3, c'est quelle année? On revient sur... c'est quelle année? 2.3, c'est en 2010. Ça veut dire le diagramme de profil n'existe qu'à partir de 2010. C'est bon? Alors, voilà, le diagramme de profil rejoint cette panoplie de diagrammes à partir de 2010. Alors, on va parler, donner une présentation brève de chaque diagramme, comme ça vous aurez une idée générale sur les types de diagrammes, et après on va passer à l'étude détaillée des diagrammes. Alors, le premier diagramme, c'est un diagramme que vous le connaissez, je pense, c'est diagramme de classe. Alors, diagramme de classe, c'est un diagramme très intéressant, bien sûr, parce qu'il nous aide de passer de ce qui est conception vers les classes, diagramme de classe sur les papiers, à un diagramme des classes sur le code. C'est bon? Donc, il représente qui sont les intervenants, les classes intervenantes dans le système. Ça veut dire, il nous donne qui sont les entités manipulées dans le système. Par exemple, dans une plateforme d'emprunt de livres, il nous dit qu'il y a des entités qui sont manipulées dans le système. Une personne emprunte un livre. Et bien sûr, cette empreinte-là, il a une date d'empreinte, date de retour, d'être prévue cette opération-là. Il a une classe association qui permet de nous présenter quelles sont les informations de cette opération-là. Donc, c'est le diagramme de classe. Et bien sûr, on a la possibilité de générer ce diagramme-là, de passer de ce qui est conception au code. Donc, ça pourra nous aider pour avoir une partie de code dans le développement. Alors, le deuxième diagramme, c'est le diagramme d'objet. Alors, c'est quoi le diagramme d'objet? C'est quoi une classe déjà? Est-ce que vous avez déjà fait la programmation orientée objet? Vous maîtrisez bien la notion de classe? Oui? Oui, madame. Très bien. Donc, une classe, c'est comme une sorte de quoi? Une usine, un moule qui fabrique des instances. Alors, c'est le modèle, mais en réalité, on fabrique des instances. Alors, on va voir cet exemple-là que vous voyez dans le schéma. C'est quoi? On a un diagramme de classe. Il y a la classe entreprise et la classe personne. Alors, personne travaille pour une entreprise. Ça, c'est le diagramme de classe qui nous donne l'information générale, l'information comme une sorte d'usine, mais pour toucher cette notion-là dans la vie courante, il faut donner des instances. Alors, cette entreprise, on ne va pas les laisser comme ça, libellées entreprises, mais en réalité, il y a des entreprises. Entreprise X, entreprise Y, entreprise Z, etc. Donc, ces entreprises-là qui sont précisées avec le nom, etc., ce sont les objets, ce sont les instances de cette classe entreprise. Voilà, on prend l'exemple de la classe de l'entreprise qui s'appelle Pertine, ou bien et voilà, dans cette entreprise, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a la personne P1, la personne P2, la personne P3 par exemple. Donc le diagramme d'objet, c'est quoi? C'est le diagramme qui nous donne les instances du diagramme de classe. Pourquoi? C'est quoi l'utilité de ce diagramme-là? Il nous donne une idée sur l'exécution. L'exécution dans un instant réel, dans un instant donné. Il nous donne sur un contexte d'exécution. On ne va pas laisser les choses comme ça abstraites, entreprise et personne dans le cas général, mais on va toucher de près dans un instant, dans un contexte d'exécution. Parce que les plateformes, pourquoi ils sont conçus? Pour être utilisés.
on a utilisateur, mais on a utilisateur qui s'appelle Ahmed, utilisateur qui s'appelle Shaima, utilisateur qui s'appelle Iman. Ce sont les instances de cette classe qui s'appelle utilisateur. Si Ahmed se connecte à l'instant T dans la plateforme, il bénéficie il utilise la fonctionnalité telle ou telle. Shaima, il se connecte pour bénéficier de la fonctionnalité telle ou telle de l'application ou du logiciel, et ça va nous donner une idée sur un contexte d'exécution. Donc, de l'abstrait, on passe au concret. C'est clair? Donc, d'où l'utilité de ce diagramme-là. Alors, pour le diagramme d'activité, non, c'est pas diagramme d'activité, c'est juste une erreur de frappe. Ces diagrammes, toujours dans le volet des diagrammes statiques, on parle maintenant de diagramme de composants. Diagramme de composants, c'est quoi? Il représente les composants logiciels du système d'un point de vue physique, dès qu'ils sont mis en œuvre. Par exemple, le logiciel, on a pour l'application, elle est là, c'est l'interface graphique, connectée avec une base de données, avec un autre serveur. Donc, il nous donne l'idée sur les composants logiciels d'un logiciel. C'est bon? Et c'est quoi le diagramme de déploiement? L'autre diagramme, c'est un diagramme statique qui nous donne quoi? Il nous donne une idée sur, regardez, la relation entre diagramme déploiement et diagramme de composants. Ces diagrammes de composants, ils nous donnent les composants logiciels d'un système. Ça veut dire qu'on a interface web, on a une base de données, on a une bibliothèque, etc. Mais le diagramme de déploiement, il nous donne une idée sur ces composants-là, ils sont installés physiquement sur quoi? Une base de données, ça va être... Madame, oui. Il y a 2 micros qui sont activés. 2 micros qui sont activés. D'accord? Je vais voir ce problème.